tous. Merci de nous avoir rejoints sur la plateforme de ce second et dernier webinaire de Médias et démocratie en direct de Tunis. Je suis ravi d'avoir nos invités d'Afrique, de France pour ce débat. Je vais passer la parole tout à l'heure à Stéphane Le Poitvin qui anime ce débat de Bordeaux, puisque nous sommes aujourd'hui à la fois à Tunis et à Bordeaux. Moi, à Tunis, je suis avec la promotion de cette 5e édition de Médias et démocratie, qui est constituée cette année de 20 journalistes venus se former 15 jours à Tunis en dépit de la Covid, à la fois sur des questions théoriques, et puis on a eu des échanges, comme chaque année, avec la rédaction, les journalistes de Sud-Ouest, de la République des Pyrénées, et je les remercie pour ça. Je remercie aussi la région Nouvelle-Aquitaine, qui est partenaire de cette édition, comme des 5 précédentes d'ailleurs, et Stéphane est accueilli dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Je voulais juste rappeler en introduction que Médias et démocratie est donc une plateforme citoyenne qui a été créée il y a 5 ans maintenant par des journalistes professionnels, à la fois français et africains, et que notre vocation est d'imaginer tous les moyens d'échanger entre confrères de part et d'autre de la Méditerranée à partir de nos expériences. Donc je vous retrouverai à la fin de cette conférence pour saluer l'ensemble de nos partenaires. Et je passe tout de suite la parole à Stéphane Le Poitvin, qui est donc lui aussi membre du comité de pilotage, président de Médias et démocratie. À toi, Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Hélas, la Covid, la crise sanitaire ne nous a pas permis cette année d'être tous ensemble, mais nous avons tenu malgré tout à être à Bordeaux, à la région Nouvelle-Aquitaine, qui, comme l'a dit Olivier, est un partenaire historique de Médias et démocratie. Et donc, pour commencer, on tenait à donner la parole à Isabelle Boudinot, qui est vice-présidente du Conseil régional en charge des questions européennes et internationales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et effectivement, un grand regret pour nous de ne pas pouvoir vous accueillir ici à Bordeaux, tous en présentiel, comme on dit, nouveau mot dans le dictionnaire, malheureusement. Un mot pour excuser Alain Rousset qui est en déplacement aujourd'hui, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui vraiment suit ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qu'on est très heureux de soutenir d'année en année. L'occasion aussi pour moi, qui m'occupe de l'international et de l'Europe, de faire un parallèle avec ce que je vis en ce moment dans les institutions européennes, ce droit de veto qui est opposé au budget européen, qui est pourtant si nécessaire pour sortir de la crise à l'heure actuelle. On a besoin de ce budget de rebond, comme on appelle, pour vraiment venir au secours de toutes les filières, de tous les emplois qui sont en grande difficulté à l'heure actuelle. Ce budget est bloqué parce que 2 pays de l'Union européenne, la Hongrie et la Pologne, ne veulent pas que l'attribution des fonds européens soit liée au respect de l'état de droit. Et donc, j'ai des débats en ce moment très rudes, très difficiles avec mes collègues qui représentent le gouvernement hongrois et polonais pour leur expliquer que cet état de droit est absolument fondamental, que c'est la séparation des pouvoirs, bien sûr, l'indépendance de la justice, mais c'est aussi, et vous le savez beaucoup mieux que moi, l'indépendance des médias, de la presse. Je crois qu'on peut discuter longuement de ce qu'est exactement l'état de droit, le rôle des femmes, est-ce que la Pologne qui veut interdire l'IVG, c'est encore du respect de l'état de droit ou pas? On peut parler du respect des minorités, de la polygamie même, de plein de choses. En tout cas, s'il y a bien un critère qui signifie qu'on est en état de droit ou pas, c'est celui de l'indépendance des médias. Et donc, ça explique aussi pourquoi on tient tellement à vous soutenir, parce que le rôle que vous avez, il est fondamental dans une démocratie et qu'on est absolument dépendant de vous, de votre action pour garantir la démocratie, le bon fonctionnement d'une démocratie. Donc, je vous remercie d'avance et je félicite tous les jeunes qui se lancent dans un métier difficile, risqué, mais indispensable.
bonne journée, bon séminaire cet après-midi. Merci beaucoup Isabelle Boudinot. C'est nous qui vous remercions de nous accueillir. Vous avez posé le sujet déjà, puisque je vous le rappelle, le thème de ce colloque, c'est Covid-19 et liberté de la presse. Quelle menace pour le journalisme en France et en Afrique? Je vais commencer par vous présenter nos invités, en commençant par la marraine de la promotion 2020 de Médias et Démocratie, Marilyn Baumard. Une promotion d'ailleurs, je dois dire, mais Olivier en parlera peut-être tout à l'heure, qui cette année est particulièrement brillante et prometteuse. Marilyn, vous êtes rédactrice en chef du Monde Afrique, la partie africaine du site lemonde.fr. Nous sommes doublement heureux de vous accueillir parce que vous pouvez à la fois témoigner des difficultés que rencontrent actuellement vos journalistes sur le terrain, mais vous pouvez aussi témoigner des contraintes supplémentaires auxquelles doit faire face l'ensemble des médias sur le continent africain. Moussa Aksar, et bonjour Marilyn, j'ai oublié de vous saluer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa Aksar. Vous êtes nigérien, vous êtes le directeur du journal L'événement du Niger que vous avez créé en 2002. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez notamment enquêté sur Boko Haram, sur la corruption, le trafic de drogue, de médicaments et de bébés. Vous êtes président de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, la CENOZO, qui rassemble 100 journalistes à travers 15 pays. Nous filons maintenant vers le Burkina Faso, Ouagadougou, où nous attend Sandrine Sawadogo. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphane. Vous êtes journaliste à l'Économiste du Faso, c'est le premier hebdomadaire du Burkina Faso. Vous avez réalisé ou participé à la réalisation de plusieurs enquêtes sur des sujets sensibles liés notamment aux flux financiers licites, aux biens mal acquis. Et vous faites partie de 2 collectifs de journalistes africains. Là, c'est le réseau CENOZO, comme Moussa, et l'ICIJ, qui est le consortium international pour le journalisme d'investigation, pour lequel d'ailleurs vous avez été amené à investiguer sur les Panama Papers. Arnaud Froger, bonjour. Vous n'êtes pas très loin. Bordeaux n'est pas si loin de Paris, puisque vous êtes à Paris. Vous êtes le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, RSF, qui a spécialement créé un observatoire, l'Observatoire 19, qui observe, qui recense actuellement les atteintes à la liberté de la presse en Afrique. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Je précise, Arnaud, qu'avant de prendre vos fonctions à RSF, vous avez travaillé dans plusieurs rédactions, France 24, RFI et Jeune Afrique notamment. Ignace Sossou, bonjour. Vous êtes Ignace. Bonjour. Bonjour, vous êtes un journaliste d'investigation au Bénin pour le média en ligne Bénin Web TV. Vous collaborez, vous, également à plusieurs collectifs d'investigation, de journalistes d'investigation, le CENOZO, l'ICIJ, et également le réseau 3I, Initiative Impact Investigation. Et je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, Ignace, que vous avez été condamné de façon tout à fait arbitraire à 6 mois de prison. Vous en êtes sorti en juin, et donc que vous êtes particulièrement bien indiqué pour parler, pour évoquer la liberté de la presse, puisque vous l'avez exercée pleinement et que vous avez payé le prix fort pour cela. Alors, je vous précise également que tout au long de nos échanges, nous allons avoir des questions que les jeunes confrères africains de la promotion de Médias et de Démocratie nous ont fait remonter sur les différents thèmes. Évidemment, nous les ferons intervenir par mon intermédiaire. Notre souhait, c'est de parler beaucoup de la situation en Afrique et un peu de celle qui existe actuellement en France. Mais comment peut-on éviter de parler de la loi de sécurité globale et de son fameux article 24. Je pense qu'il faudrait avoir vécu sur une autre planète pour ne pas en avoir entendu parler ces derniers temps. Alors, juste pour les extraterrestres, je précise que l'article 24, qui est tant contesté, prévoit d'interdire la diffusion malveillante d'images montrant des forces de l'ordre en intervention. Cet article 24
du reste qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, va être révisé, va être réécrit, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, mais on peut imaginer qu'il sera carrément enterré. Mais au-delà de cet article 24, de cette loi sur de l'aide de sécurité globale, Maryline Beaumard, on constate en ce moment une difficulté particulière à exercer le métier de journaliste en France, si on y ajoute les quelques confrères qui ont également eu maille à partir avec les forces de l'ordre sur des manifestations, qui ont été gardés à vue et parfois molestés. Qu'est-ce que ça dit de la pratique du journalisme en France, qui semble bien plus compliquée aujourd'hui qu'hier, non? Tout à fait. Je partage totalement votre analyse et c'est ce qu'on voit au quotidien depuis déjà quelques années. En tant que journaliste, moi j'ai occupé des postes totalement différents et il se trouve que en 2015-2016, je m'occupais des politiques migratoires et qu'à l'époque déjà, il y avait beaucoup de débordements de la police, mais ça se passait sur les migrants. Et on n'arrivait jamais, on en était témoins, nous journalistes, et on n'arrivait jamais à avoir autre chose qu'une source ou deux sources, mais qui étaient concomitantes. Donc, c'était des choses qui étaient très difficiles à écrire. On a vu ensuite une progression, c'est vrai, avec les manifestations autour de la loi travail. On avait vu déjà dans les banlieues beaucoup de problèmes, mais tout ça restait en marge de des personnes lambda qui étaient français depuis plusieurs générations et qui se sentaient pas interpellés parce qu'on commençait à leur raconter dans les journaux. Et puis, tout à coup, dans les manifs Gilets jaunes, donc depuis 2 ans, ce sont les manifestants lambda qui ont subi les violences policières. Et là, le journaliste s'est beaucoup plus saisi du sujet, il y a eu beaucoup plus d'images et de récits visuels, donc des preuves, chose qu'on était déjà empêché de faire du temps, je pense à la jungle de Calais ou à d'autres présences fortes autour des migrants. Ce qui fait que tout ça a évolué, c'est complètement resserré, et puis aujourd'hui, oui, c'est devenu compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que on a un gouvernement qui a très envie d'écrire son récit officiel et qu'il n'y ait pas de récits qui viennent entacher tout ça. Donc, on est en train de régresser très fort en termes de droit de la presse, en termes de possibilité d'exercer notre travail. Et c'est vrai qu'ayant un pied à la fois sur la France et puis l'autre, de par le travail de mes journalistes, des journalistes du Monde Afrique sur le continent africain, eh bien, je vois de plus en plus de choses qui se ressemblent, des approches politiques qui commencent à être les mêmes. Et c'est vrai que si on veut en venir aujourd'hui au Covid, on sent que tout ça, c'est complètement accéléré, c'est complètement cristallisé avec l'idée qu'il y a la mort. C'était comme exactement du temps des attentats en 2015, quand on peut convoquer la mort pour faire peur aux gens et puis essayer de leur faire digérer, de leur faire avaler, de leur faire penser que c'est bien pour eux, que certaines restrictions sont bien pour eux, ça passe beaucoup mieux. Il se trouve que, heureusement, cette fois, il y a eu un sursaut et une mobilisation. Ça continuera samedi prochain et je pense que ça continuera encore quelques temps, tant que on n'aura pas une réécriture ou une suppression totale de cet article 24, pour dire non, c'est inacceptable. Alors, Arnaud Froger, cette plus grande difficulté à exercer le métier de journaliste en France, qui parfois, comme le disait Maryline, nous fait comparer à certains pays africains, on le constate dans votre palmarès 2020, votre palmarès mondial de la liberté de la presse, où la France ne figure qu'à la 34e place, c'est-à-dire après le Cap-Vert, le Ghana et l'Afrique du Sud, et finalement pas très loin du Burkina Faso, qui est en 38e position. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce si mauvais classement ? Il y a le constat, et Maryline Beaumard vient de le rappeler, que c'est vrai que depuis 2 ans, on constate une énorme recrudescence de violences commises contre la presse, contre les professionnels des médias, et notamment
en marge des manifestations. Et il est évidemment déplorable que cet article 24 vienne quelque part consacrer, je dirais, l'absence de possibilité de documenter ce qui se passe pour les manifestations et vienne mettre en péril l'exercice du journalisme, qui sont eux-mêmes confrontés désormais à ces violences de plus en plus nombreuses depuis plusieurs années. Alors c'est pas propre à la France. Le mouvement de répression contre les journalistes dans les manifestations, on l'observe en France et c'est malheureux, mais on l'observe malheureusement dans un certain nombre de pays dans le monde, et y compris en Afrique, et très récemment encore avec des situations qui sont sociales et politiques qui sont compliquées au Nigeria, en Ouganda par exemple. Eh bien, on a eu à documenter toute une série d'agressions parfois très violentes contre les journalistes commises en marge des manifestations. Alors Arnaud, si vous le voulez bien, on viendra tout à l'heure à la situation des pays africains, mais je suis très intéressé d'avoir le point de vue de nos confrères et consoeurs africains sur cette polémique franco-française. Je ne veux pas dire que c'est sans importance cet article 24, mais quand on pense aux difficultés que vous avez à exercer votre métier en Afrique, et Ignace pour le coup peut en témoigner, et quel regard, peut-être Ignace, on va vous laisser vous exprimer en premier, ça peut être très élégant pour Sandrine, mais Sandrine, vous pourrez intervenir juste après. Ignace, quel regard vous portez sur ce qui se passe actuellement en France dans le milieu médiatique français? Alors, je vous remercie. De loin, si on porte un regard sur ce qui se passe en France, nous, journalistes africains, on se dit que les problèmes auxquels les journalistes sont confrontés ne sont pas que africains et que ces problèmes se généralisent dans tous les pays du monde. Vous savez, pendant longtemps, des pays comme la France sont cités comme bon exemple en matière de liberté de presse, en matière de liberté d'expression. Mais aujourd'hui, au regard de l'actualité, au regard de certains incidents qui sont enregistrés ça et là dans des pays européens, eh bien, nous, journalistes africains, on prend de plus en plus conscience que le problème du journalisme, le problème auquel sont confrontés les journalistes ne sont pas qu'africains, et que voilà, ça se généralise de plus en plus, et que les gouvernants ont pratiquement les mêmes ambitions, contrôler les journalistes, avoir la presse dans la poche, et voilà. Et je pense que et là, ça relance plus la réflexion sur comment les journalistes doivent prendre des dispositions pour véritablement faire face aux défis qui se dressent devant eux. La question, Sandrine, c'était de savoir si la France, qui a été pendant un certain temps, on va dire, un modèle en matière de liberté de la presse, est-ce que ça reste vrai encore aujourd'hui? Grande question. Il est vrai que votre article 24 nous rappelle un peu au Burkina, l'année passée, en 2019, le Parlement a voté une loi sur la diffusion d'informations sur les opérations militaires, entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cette loi qui empêche les journalistes de justement écrire sur certaines opérations militaires, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit les forces de défense et de sécurité. Et il y a un an, je me rends compte que en 2020, c'est la France qui essaie de suivre le même tempo. Bon, c'est vrai que vous l'aviez déclaré tout à l'heure, le Burkina n'est pas loin du classement au niveau de la liberté de la presse, n'est pas loin que la France, mais on se rend compte que finalement, Ignace a raison, ce que nous vivons, nous journalistes, ici en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près ce que vous, journalistes en France, allez vivre. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut lutter contre cela, parce que derrière, il y a le justificatif de opérations militaires, de secret défense, mais il y a aussi la balance de la liberté d'information. Le journaliste a le devoir d'informer. Alors oui, votre article 24 me rappelle un peu l'article du Burkina et ça pose un véritable problème sur la liberté de la presse. Moussa, on est curieux également de vous entendre. Vous avez une longue expérience en matière de presse. Vous avez aussi un regard assez affûté sur ce qui se passe en France. Quel est votre point de vue?
Oui, merci Stéphane. En fait, moi je pense que est-ce que les dirigeants africains ne sont pas en train de contaminer, si vous me le permettez le terme, les dirigeants français du fait qu'ils cohabitent avec eux? Parce que si vous regardez, c'est un recul qu'on constate en France, nous, parce que chaque fois, on a pris des exemples de nos confrères français pour brandir cette liberté de la patrie de droits de l'homme. Et si vous prenez par exemple le cas de mon pays, le Niger, il y a une ordonnance, curieusement, qui a été prise au moment, sous la transition militaire, qui proscrit vraiment l'embastillement de journalistes. Mais quand les politiciens ont pris le pouvoir en 2011, après les élections, et on a connu un recul parce que des journalistes ont été embastillés, leur matériel a été cassé, et aussi, ils ont été violentés par les éléments de force de défense et de sécurité. Donc c'est ce tableau-là, nous l'avons connu aujourd'hui, qui est balancé de l'autre côté au niveau de la France, et on constate vraiment ce recul-là, et c'est très inquiétant pour les pays africains, mais aussi pour la liberté de presse à travers le monde. Je vous propose qu'on passe sans attendre à la situation africaine. Vous avez commencé à en parler, Arnaud Froger, palmarès sur la liberté de la presse dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire où ça va mieux, où ça s'aggrave, dans quel pays d'Afrique on peut se satisfaire et là où on peut s'inquiéter, et nous dire aussi quels critères vous prenez en compte pour élaborer ce classement mondial de la liberté de la presse, qui est un rendez-vous attendu chaque année? Alors, très vaste sujet. Disons que la situation est extrêmement hétérogène sur le continent africain, et vous avez des pays qui ont déjà été cités, comme le Burkina Faso, comme le Sénégal, comme le Ghana ou comme la Namibie, où les journalistes bénéficient malgré tout d'un certain nombre de garanties, où les exactions restent très rares, où il y a une vraie liberté de ton, et il y a de nombreuses rédactions et journalistes très professionnels. Donc tout ça produit un environnement, je dirais, assez qualitatif pour l'information, pour les citoyens de ces pays-là. Et puis à l'inverse, à l'autre bout du classement, vous avez des pays sur le continent où la liberté de la presse est tout simplement inexistante, puisqu'il n'y a pas de médias indépendants, que les journalistes ont été emprisonnés ou sont en exil. C'est le cas à Djibouti, c'est le cas en Érythrée, et puis il y a des pays qui se situent évidemment entre les deux, où les situations sont parfois compliquées. On a 4 journalistes, par exemple, d'un groupe de presse indépendant qui sont emprisonnés au Burundi actuellement. On a des exactions très sévères, emprisonnements, agressions qui sont commises très régulièrement contre les journalistes camerounais, notamment ceux qui enquêtent sur la crise anglophone dans leur pays ou sur la crise terroriste. Donc la situation, je dirais, sur le continent est très hétérogène. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question sur les critères qui nous permettent d'établir ce classement, ils sont assez vastes, et on essaye de couvrir vraiment toutes les dimensions que recouvre la liberté de la presse. Donc il y a des critères qui vont aussi bien du pluralisme. Est-ce qu'on a affaire à un paysage médiatique où toutes les voix peuvent s'exprimer? Est-ce que par exemple le média public a une véritable indépendance par rapport au gouvernement et aux autorités? On recense évidemment aussi le nombre d'exactions. On essaye d'évaluer l'indépendance des médias, la transparence en matière d'information, et tous ces critères-là font l'objet d'une évaluation qui est très documentée, que l'on envoie à des experts dans chaque pays. Donc c'est sur la base des données que l'on récolte dans chacun des pays. Ça nous permet d'établir une note et enfin un classement donc de 1 à 180 pays. Mais Arnaud, qu'est-ce qui justifie que la France ne soit que 34e? Alors encore une fois, il y a plusieurs... Par quels critères la France pêche-t-elle? Alors, il y a plusieurs éléments. Il faut savoir qu'avec les attentats dont ont été victimes Charlie Hebdo, la France a perdu beaucoup de place. Et puis, il y a encore une fois des critères qui peuvent être très conjoncturels, qui peuvent aussi refléter certaines tendances. Il est vrai qu'en France, depuis 2 ans, le nombre d'exactions commises contre les journalistes, notamment en marge de manifestations, est en recrudescence. On a eu aussi des journalistes qui ont été convoqués, parfois par des services d'inspection, des services de renseignement, afin d'identifier
leurs sources. Et puis il y a des critères qui sont, je dirais, plus structurels. La France aujourd'hui dispose d'un paysage médiatique pluraliste, mais d'un paysage médiatique qui reste sous influence de ses promoteurs et de ses actionnaires. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans le groupe Canal+ récemment. Donc tout ça contribue aussi à faire perdre quelques places au classement à la France. Juste pour rentrer un peu dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe Canal+? Dans le groupe Canal+, il y a eu plusieurs ingérences qui ont conduit à la suspension de certains ou au retrait de certains reportages qui étaient prévus pour diffusion, avec des interventions parfois directes de l'actionnaire. L'actionnaire lui-même étant... de Vincent Bolloré. Voilà, l'actionnaire Vincent Bolloré étant lui-même coutumier du fait de procédures parfois, je dirais, très attentatoires contre les journalistes, avec des procès qu'on appelle des procès bâillons, qui visent à décourager finalement les journalistes d'enquêter sur les affaires qui concernent ces affaires économiques et ces affaires commerciales. Donc voilà, il y a eu toute une série d'événements qui amènent à penser que bien aujourd'hui, dans certaines rédactions, on ne jouit pas d'une indépendance complètement éditoriale complète comme on est censé pouvoir en profiter quand on est journaliste. D'accord, sans donner toute la liste des pays, parce qu'ils sont nombreux, on peut citer quelques pays dont on n'a pas encore parlé. Le Niger qui est à la 57e position, la Côte d'Ivoire en 168e position, la Tunisie en 72e position, la Mauritanie en 97e position, Mali 108e et le Bénin 113e position. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez un commentaire à faire là-dessus. Alors juste une précision, la Côte d'Ivoire est 68e et pas 168e, parce que pour y avoir travaillé, alors, je pense que c'est... J'ai mal articulé, Arnaud, c'est ça? 68e, oui, tout à fait. 68e, ce qui n'est déjà pas très brillant quand même. Non, mais il y a aussi des problèmes de liberté de la presse en Côte d'Ivoire, effectivement. Absolument. Je vais poser une première question qui nous vient de l'un de nos étudiants de la promotion 2020 de Médias et Démocratie. C'est Abdoul Karim de Niamey, qui a 32 ans, qui la pose. Sa question, c'est celle-ci. Est-ce que les restrictions des droits de l'homme fondées sur l'état d'urgence, qui vont parfois au-delà de ce que permet le droit... Attendez, je recommence. Les restrictions des droits de l'homme fondées sur l'état d'urgence vont parfois au-delà de ce que permet le droit international. L'instauration de l'état d'urgence dans près de 80 gouvernements dans le monde n'est-elle pas une atteinte à la liberté d'expression? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça, sachant qu'en France, on est quand même en état d'urgence depuis 3 ans sur une période de 5. Il n'y a pas que les pays africains. Qui veut intervenir sur ce point? Oui, Moussa. Merci Stéphane. Moi, je dois dire qu'au Niger, on a à peu près 4 régions, ou 5 même, qui sont sous état d'urgence. Et cette situation n'a pas permis aux journalistes aussi de faire convenablement leur travail. Et ça n'a pas permis aux journalistes d'aller sur le terrain et faire leur travail. Voilà ce que je voulais dire à mon confrère Abdoul Karim. Il sait que nous traversons une situation très difficile du fait de ces états d'urgence qui sont pris. Et deux fois, ce n'était même pas nécessaire. On brandit toujours le problème sécuritaire pour empêcher aux journalistes d'aller sur le terrain, rapporter ce que vivent ces populations. Vous avez dans le lieu du lac Tchad des populations qui sont vulnérables, qui sont pris entre deux feux, entre les actions du gouvernement, mais aussi les actions des groupes armés. Vous avez de ce côté au sud la région des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et cette situation-là ne permet pas aux journalistes de rapporter ce que vivent, les situations que vivent ces populations de ces zones-là. Au nord aussi, dans la région de Tawa, il y a aussi cet état d'urgence qui a été pris, ça fait pratiquement plusieurs années, et chaque fois on le reconduit sans donner des explications aux populations. Et nous, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas nous déplacer sur le terrain. Même nous qui sommes sur ce terrain-là, nous n'arrivons pas à faire la part des choses, rapporter et faire notre travail convenablement. Marine Baumard, sur ces situations d'état d'urgence qui nuisent à la liberté d'expression, j'imagine que vous avez évidemment des choses à dire sur ce que vous observez à travers le travail que vous faites au Monde Afrique.
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, l'état d'urgence, c'est quelque chose d'idéal pour les gouvernements qui n'ont pas envie de montrer qu'ils restreignent cette liberté de la presse, parce qu'il y a d'un côté une volonté de restreindre cette liberté de la presse, mais de l'autre côté, il y a aussi l'idée qu'on ne veut pas montrer qu'on le fait. Parce qu'effectivement, la France, pays des droits de l'homme, entre guillemets, même si c'est écorné dans tous les sens et depuis déjà un moment, donc c'est idéal là. Et on voit bien comment on s'en sert, on s'en resserre et on remultiplie et on fait perdurer sous état d'urgence, puisque c'est vraiment très très commode. Donc voilà, je crois que la France n'a rien inventé, mais l'a largement, largement copié. Oui. Alors, ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est en quoi la crise sanitaire a compliqué sérieusement le travail des journalistes africains qui étaient déjà semés d'embûches, des complications supplémentaires au niveau législatif, au niveau policier. Sandrine, Ignace et Moussa, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est encore plus difficile aujourd'hui d'être journaliste en Afrique? Sandrine? Est-ce que vous avez entendu ma question, Sandrine? Ah, j'ai l'impression que Sandrine ne m'entend pas. Donc peut-être Ignace? Je suis là. Ah bah allez-y, Sandrine. Vous avez entendu ma question, Sandrine? J'ai entendu la question, oui. Merci beaucoup, Stéphane. Je prends un exemple précis. La dernière collaboration à laquelle j'ai participé avec ICRG, on était en train d'enquêter en pleine période de Covid-19. Alors, imaginez les administrations qui tournent en mode réduit avec une permanence, les décideurs qui sont confinés chez eux et les informations justement avec les sources d'informations confinées chez elles. Donc, c'était vraiment compliqué parce que c'était la première fois qu'on lançait au Burkina Faso un état d'urgence sanitaire. On ne savait même pas ce que c'était, on ne savait pas ce que ça signifiait et on ne connaissait pas les limites de cet état d'urgence sanitaire. Donc, il a fallu faire avec. Ça n'a pas été simple et c'est encore plus compliqué actuellement parce qu'il y a des services et des décideurs que l'on ne peut pas voir. Il faut attester, faire un test Covid négatif pour pouvoir avoir certaines interviews, ce qui coûte un peu cher justement aux journalistes et aux médias, à son organe. Et avec la crise de Covid-19 qui a réduit les publicités, donc qui a mis en mal le portefeuille des médias, certains sujets, il y a certaines enquêtes. D'accord, ok. Merci beaucoup, Stéphane. Ignace, au Bénin, comment ça se passe au Bénin où il est déjà compliqué d'être journaliste? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire de l'investigation au Bénin? Oui, évidemment, on peut toujours faire de l'investigation. Pour répondre à votre question, la situation de Covid au Bénin, pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est que ça restreint l'accès aux sources d'information. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'étais sorti de prison, le premier sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est un reportage sur le respect des gestes barrières dans les transports universitaires. Et donc, je me suis intéressé au transport des étudiants de l'université d'Abou et Calavi, c'est la plus grande université du Bénin. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Et malgré la période de Covid où des règles de gestes barrières sont édictées, notamment le respect de la distanciation sanitaire de 1 mètre, ces règles sont en vigueur même dans le transport en commun, mais curieusement, dans le transport étudiant, ces mesures ne sont pas respectées. Et donc, les étudiants sont toujours transportés dans des conditions un peu dramatiques. Vous avez par exemple des bus de 60 places dans lesquels... Vous avez par exemple des bus de 60 places dans lesquels on peut entasser jusqu'à 80 voire 90 étudiants. Et donc, ça n'augure pas du respect des gestes barrières. Et quand moi, je me suis rendu sur le campus pour faire mon investigation, j'ai constaté que sur une vingtaine de bus qui étaient à la direction du service qui s'occupe du transport des étudiants, 17 étaient en panne
et seulement 3 bus sont fonctionnels. Et j'ai essayé de voir quelle est la corrélation entre la situation épidémiologique du virus et les zones desservies par le transport universitaire. Et j'ai aussi cherché à savoir si éventuellement un étudiant n'a pas été testé positif, et si oui, quel est l'impact que cela pourrait avoir sur la propagation du virus dans les localités environnant le campus. Mais j'ai été un peu bloqué dans mon enquête parce que je n'ai pas pu avoir accès aux sources d'informations pour étayer un tout petit peu les hypothèses que j'ai posées à ce moment. Et la raison était tout simple. Quelques jours avant que moi je ne sorte de prison, un médecin a été arrêté et jeté en prison parce qu'il a donné l'alerte sur, comment dirais-je, la propagation du virus à grande échelle dans le centre de santé auquel il opérait. Donc, il avait fait un message audio WhatsApp dans lequel il sensibilisait la population sur le fait que, oui, le virus est réel et que la contamination évolue à grande échelle. Et il appelait les populations à respecter les gestes barrières. Et parce qu'il a donné cette information sur les réseaux sociaux, ce médecin a été arrêté. Il a été jeté en prison, il a été condamné au bout d'un procès à 1 mois de prison, à 6 mois de prison, dont 1 mois ferme. Et ce qui a fait que, depuis cette condamnation, aucun médecin ne voulait plus donner la moindre information à un journaliste sur le Covid. Alors que moi, dans mon enquête, je voudrais savoir, je me suis rapproché des centres de prise en charge qui sont environnants du campus pour savoir quelle est la situation épidémiologique. Est-ce qu'éventuellement un étudiant a été déjà contaminé? Voilà, et quelles sont les dispositions de prise en charge réelles qui sont mises en œuvre? Mais je n'ai pas pu avoir de réponse. Tous les médecins que j'ai constatés à l'époque me disent, voilà, et tu te rappelles du médecin qui a été jeté en prison, et donc du coup, nous, on ne veut pas avoir de problème, on ne veut pas aller en prison, donc du coup, je n'ai pas pu avoir la moindre information. Et donc, ce qui fait que moi, je pense que cette situation de pandémie est une atteinte, à porter atteinte à l'accès aux sources d'information, qui est pour moi une atteinte à la liberté de presse. Oui, on va revenir sur ce point-là tout à l'heure. Ignace, Moussa, vous êtes, je le rappelle, patron de l'événement du Niger. Est-ce que votre journal peut continuer à fonctionner normalement en cette période de crise sanitaire au Niger? Bon, et déjà, le journal a eu des difficultés puisque avant, on était un journal papier, on fait du tirage, mais aujourd'hui, on était obligé de migrer avec la situation de la COVID-19 qui est venue trouver plusieurs pressions. Nous avons tout à l'heure, Marlene l'a évoqué, des pressions sécuritaires. Ensuite, vous avez des pressions économiques. La publicité dans toutes ces régions-là, elle est donnée à la tête du client. Vous avez aussi des pressions des nouvelles lois sur la cybercriminalité. Nos dirigeants essaient de contourner la loi sur la liberté de presse pour frapper les journalistes avec la loi sur la cybercriminalité. Ensuite, vous avez la COVID-19 aussi. Ces dirigeants-là essaient de contourner aussi, trouvent comme prétexte la COVID-19 pour nous empêcher de récolter les informations, de donner la vraie information. Et donc, vous voyez, nous subissons plusieurs pressions et c'est difficile pour un média comme de la presse écrite où vous avez un faible taux de lecteurs. Parce que là, vous voyez un pays comme le Niger, et je peux parler du Burkina aussi, et des pays comme le Bénin. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'électeurs. Vous vivez qu'avec une petite publicité. Et ça vous permet, ça nous empêche de faire vraiment le travail, toutes ces pressions-là. Et je pense que si on ne fait pas attention, d'ici 2 ans, ça serait difficile de trouver des médias qui seront vraiment viables. Entendu, Moussa. J'aimerais qu'on en vienne maintenant à cette forme d'injonction qu'il y a à relayer la parole gouvernementale, à promouvoir les mesures liées au confinement, à la distanciation sociale, au port du masque.
parce que si on ne relayait pas cette parole gouvernementale, on mettrait en jeu la vie de citoyens. Et du coup, le journaliste se trouve d'une certaine manière contrarié dans sa liberté d'expression. Et du coup, en plus, ça donne un sentiment de collusion entre les journalistes et le pouvoir. Est-il possible d'échapper à ce problème-là qui est majeur actuellement? Marilyn, peut-être sur cette question. Alors oui, il est possible d'y échapper parce que c'est vrai qu'on n'est pas les porte-parole du gouvernement. On est, nous, tous des citoyens. Donc c'est vrai qu'il y a des choses de bon sens qui naissent de l'enquête, qui sont des paroles de médecins, qui ne sont pas forcément des paroles politiques. On l'a vu avec le masque, et c'est vrai que très tôt, on s'est rendu compte que porter un masque était une des protections, que si le gouvernement ne le disait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de masque à disposition des Français, notamment au début de l'épidémie, au début de la pandémie au printemps. Donc il y a toujours, en fait, c'est pour ce sujet-là, comme c'est pour d'autres sujets, il y a toujours cet équilibre entre l'information, le côté citoyen et puis ce qu'on trouve dans nos enquêtes. Et si je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, je trouve que c'est hyper important ce qui avait été dit sur les limitations économiques, parce que c'est vrai qu'il y a l'état d'urgence qui limite de façon claire et visible le travail et la possibilité de travail des journalistes, mais il y a toutes ces façons insidieuses de limiter qui sont les coupures de la pub, mais qui sont aussi beaucoup plus larges, d'empêcher de travailler, donc d'empêcher de vendre et ainsi de suite. Les journalistes, on est toujours dans une économie fragile qui cherche à se réinventer, qui a eu du mal à passer du papier à l'Internet. Tout ça n'est pas encore hyper stabilisé, donc c'est vrai qu'on sent qu'on est des proies entre guillemets faciles et qu'il peut y avoir une mainmise beaucoup plus large. Et c'est vrai que tous mes collègues africains là l'ont dit de façon hyper illustrée et vraiment très claire. Je vais vous poser une question qui me vient de Awaba, qui est une jeune journaliste de la promotion 2020 de Médias et Démocratie. Awaba, qui a 28 ans et qui est journaliste à Initiative News en Mauritanie, nous dit « Dans certains pays, il me semble qu'il y a des lois qui sanctionnent le refus de laisser les journalistes d'accéder aux sources d'information. Comment faire pour étoffer toutes ces lois ?» Est-ce que sur ce point, entre Marilyn peut-être ou Arnaud, vous avez peut-être des choses à dire? Marilyn, puisque vous aviez la parole, si vous voulez poursuivre. Oui, il y a les lois, mais il faudrait encore que que l'État respecte les lois. Si on regarde ce qui se passe en France, l'État ne respecte pas toujours les lois. C'est même le premier à ne pas les respecter. On a beau avoir un conseil d'État, on a beau porter des choses devant la Cour européenne. Donc la loi ne résout pas tout, malheureusement. On empile beaucoup de lois. On a l'impression que les choses sont cadrées. Et puis ensuite, l'État se croit au-dessus des lois. A beau être condamné, la vie continue de la même manière. Donc à mes yeux, ça ne résout malheureusement pas tout. Je ne sais pas ce qu'Arnaud a envie d'ajouter sur le sujet, mais c'est ce que j'aurais envie de dire, moi. Alors, tout à fait d'accord, ça ne résout pas tout, et on s'aperçoit d'ailleurs de manière très empirique que les nouveaux textes, comme le disait Marilyn, qui s'empilent dans les différents pays, sont très souvent des textes qui sont extrêmement mauvais, extrêmement répressifs et extrêmement liberticides. C'est évoqué par certains de nos collègues, les lois sur la cybercriminalité, par exemple, sont des véritables catastrophes pour l'exercice du journalisme, et Ignace Sossou peut en témoigner, puisqu'il en a fait les frais à travers le code du numérique du Bénin, qui a permis de le condamner, ce que ne permettait pas la loi sur la presse et les médias au Bénin. Et les lois qui ont été prises, les mesures d'urgence qui ont été prises, que ce soit dans le cadre de l'état d'urgence ou par rapport à cet état de panique dans lequel se sont retrouvés certains pays pour gérer la crise de la Covid-19, sont souvent des lois qui ont été extrêmement liberticides, et parfois même, ce qui est très inquiétant, dans des pays qui n'étaient pas forcément coutumiers d'adopter ce type de texte. Je pense notamment à des pays d'Afrique australe comme l'Afrique du Sud. Il y a des pays dans lesquels on observait des dégradations
à l'inverse, qui ont eux-mêmes été encore plus loin dans ce système de contrôle et d'encadrement toujours plus poussé de l'information. Vous savez, par exemple, qu'en Tanzanie, c'est un exemple assez éloquent, il est désormais interdit de publier des informations sur une maladie contagieuse ou mortelle sans l'aval des autorités. Donc, il y a les problèmes d'accès, évidemment, à l'information, et maintenant, il y a carrément des problèmes de droit de publication d'informations qui n'émaneraient pas des autorités. C'est d'autant plus problématique, en l'occurrence en Tanzanie, que le gouvernement n'a pas communiqué de chiffres sur la Covid-19 depuis le mois d'avril. Donc vous imaginez la situation des journalistes sur place qui, à la fois, n'ont pas accès aux informations officielles et qui, en plus, s'ils parvenaient par leurs moyens et par leurs investigations à en trouver, n'auraient pas le droit de les publier, sauf à s'exposer à des sanctions qui sont très lourdes. Alors, la question, oui, Moussa. Si vous pouvez faire court, Moussa, parce que le temps file et on a encore beaucoup d'autres thèmes à évoquer. D'accord, merci Stéphane. C'est que le problème, on a dans nos pays la loi sur l'accès à l'information, comme l'a dit Marilyn, qui ne sont pas respectées. Alors, comment voulez-vous que les lois même, que sur la recherche de l'information, et on nous empêche l'accès à l'information, à plus forte raison sur la Covid-19. Il se trouve que, par exemple, dans mon pays, dès les premiers jours, c'est une épée de Damoclès qui a été posée sur la tête de tous ceux qui veulent contrarier les chiffres du gouvernement, ceux qui veulent parler autrement de cette maladie. Donc, les journalistes n'ont pas pu accéder aux sources d'information malgré l'existence de ces lois-là, c'est ce que je voulais dire. Alors, la question qui se pose là, c'est clairement comment sortir de la voie VOIE ou VOIX d'ailleurs, de la voie officielle. Ignace, vous êtes particulièrement légitime pour parler de ça, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez été condamné puis incarcéré, alors que vous vous étiez contenté de rapporter les propos d'un procureur, et où on vous a donné raison. Il a été prouvé que ces propos avaient bien été tenus. Alors, comment faire? Parce que n'y a-t-il pas un risque d'autocensure? Parce que, voilà, vous avez été incarcéré, il y a des risques énormes qui sont encourus par les journalistes. Et c'est bien, voilà, on dit aux journalistes, il faut être courageux, il faut exercer la liberté de la presse, mais dans de telles circonstances, c'est tout de même pas évident. Non, pas du tout, ce n'est pas évident, mais en même temps, c'est un challenge pour les journalistes béninois et africains qui vivent les réalités béninoises, parce que, évidemment, le métier de journaliste d'investigation, ce n'est pas facile, le métier de journaliste de façon générale n'est pas facile, et donc, on a toujours ce défi permanent de pouvoir résister aux pressions ou aux entraves qui se dressent devant nous. De faire notre métier comme cela se doit. Et donc, oui, évidemment, ce n'est pas facile, mais il ne faut quand même pas baisser les bras. Au Bénin, pour sortir du guêpier, comme moi j'ai l'habitude de le dire, il faut que les journalistes essaient d'être responsables, conséquents envers eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la démarche du pouvoir, c'est de museler tout le monde. Moi, je me rappelle au cours de mon procès en première instance, le parquet, le ministère public, dans ses réquisitions, disait qu'il faut me condamner pour donner une leçon à tous les journalistes. Et donc, ça explique clairement que le pouvoir veut museler tout le monde, le pouvoir veut mettre tout le monde, veut mettre la presse dans la poche et empêcher la libre exercice du métier. Et moi, je pense que ça fait partie des difficultés de notre métier et on ne doit pas baisser les bras, on doit pouvoir faire notre travail et prendre la mesure de la situation. Moi, je pense que c'est un challenge, donc du coup, on ne doit pas se laisser intimider. Mais rapidement, Ignace, compte tenu de ce que vous avez vécu, vous n'avez pas été, est-ce que vous n'avez pas été freiné? Est-ce que vous n'êtes pas dit, là, je risque gros quand même? Est-ce que d'une certaine manière, ça n'a pas été une intimidation à votre égard? Bon, c'est vrai que quand vous sortez de la prison dans des conditions comme ça, c'est que ça a tendance à casser un peu votre dynamique. Parce que, écoutez, 6 mois de prison, c'est beaucoup. Et énorme, donc, quand vous sortez de prison, vous avez du mal à vous remettre sur la piste, comme on a l'habitude de le dire. Mais moi, pour ce qui me concerne,
c'est vrai, ça a été difficile les débuts parce que je viens de parler tout à l'heure du reportage que j'ai eu à faire. J'ai commencé d'autres investigations qui sont toujours en cours, que je n'ai pas encore bouclées. Et donc, c'est difficile puisque vous êtes maintenant plus connu. Et donc, quand vous allez dans un milieu, tout le monde fait attention parce que les gens se disent qu'à travers vous, on peut les atteindre. Je vous donne un exemple. Je travaille sur ce sujet actuellement. J'avais besoin d'un expert pour opiner sur un certain nombre d'aspects. Et j'ai contacté des experts qui m'ont dit, ben, écoute, Ignace, on a bien envie de t'aider, on a bien envie de répondre à tes questions, même si on le fait sous anonymat. Voilà, toi, tu es connu, tu es catalogué, donc à partir de toi, on peut remonter vers nous. Parce que voilà, le sujet que j'aborde, c'est un sujet assez restreint, donc du coup, on sait à peu près qui peut opiner sur le sujet de façon technique, et donc du coup, on risque d'avoir de problèmes. Et donc, ça fait que, oui, évidemment, ça casse un peu la dynamique. Vous n'avez plus envie de faire les choses, vous ne pouvez plus faire les choses comme vous avez envie de le faire. Et en même temps, ça vous donne envie de vouloir changer de métier. Mais il faut quand même essayer de surmonter toutes ces difficultés-là parce que c'est tout ça, en fait, peut-être l'objectif recherché n'est pas celui qui vous poursuit. Bien sûr, et il faut beaucoup de courage, Ignace, ça c'est sûr. Avant que Marilyn nous quitte, car elle a un impératif à 15 heures, Marilyn, je voulais en venir aussi à la liberté de la presse, mais une liberté qui se mérite. Or, on a vu, notamment en France, un certain nombre de journalistes laisser finalement le pouvoir aux médecins, aux spécialistes scientifiques, parce que tout simplement, ils n'avaient pas forcément les connaissances requises pour évoquer ces sujets-là. Donc ça, il y a un vrai problème aussi de formation et de spécialisation des journalistes, non? Oui, et il y a un vrai problème global de travail. En fait, moi, quand je vois des jeunes journalistes, quand on en reçoit, quand on en prend en stage, lorsque je prends de nouveaux correspondants sur le continent ou des gens avec qui je parle en France, je leur dis il y a une seule clé dans ce métier, c'est le travail. Parce que à la fois, on fait un métier absolument formidable où on peut faire des choses hyper différentes en début de carrière, en fin de carrière, traiter de tel et tel secteur et puis changer, faire totalement autre chose. Donc c'est une chance formidable, d'accord. Mais cette chance, à chaque fois qu'on a des droits, en regard, il y a des devoirs. Et le devoir de travailler ces sujets, d'être vraiment incollable sur ces sujets, c'est quelque chose qui est aussi hyper présent et qui fait que on aura une légitimité, on saura de quoi on parle et on sera beaucoup plus fort face aux oppositions. Et ça, c'est quelque chose que je vois. Et je dirais que moi, ce que je vois de mes correspondants sur le continent sont des gens qui se sont beaucoup battus pour devenir journalistes. Et il y a cette culture du travail que parfois, quelques-uns de nos journalistes ici en France ont pu avoir un petit peu perdu de vue. Et ça, je crois que voilà, qu'on le tourne comme on veut, ce sujet, il est absolument central. C'est la clé pour une bonne interview. Il faut toujours en savoir plus que celui qu'on va interroger, sinon on se fait balader. C'est la clé aussi pour écrire un papier. On ne doit jamais donner toutes ces infos parce que il faut en savoir beaucoup plus, qu'on doit vulgariser, qu'on doit permettre aussi à nos lecteurs de lire. Donc voilà, n'oublions jamais ça. C'est pas un métier de dilettante. Alors, Marilyn, c'est le moment où vous nous quittez et merci. Merci avant de nous quitter de nous rappeler quelques principes de base du métier et ce rappel aussi à la déontologie. Et Marilyn Baumard, on va continuer à vous suivre évidemment sur Le Monde Afrique. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Alors, nous allons devoir poursuivre également sans Sabine qui apparemment nous a quittés, Sandrine, pardon. Il y a des petits problèmes techniques. Bon, j'espère qu'ils vont être résolus d'ici peu de temps. J'aimerais qu'on évoque aussi la difficulté pour les médias dits sérieux de se faire entendre face à la multiplication des fake news qui, en cette période, abondent sur les réseaux sociaux, les théories du complot. Le documentaire Hold Up en a été une démonstration très très forte. En fait, la question, c'est est-ce que la liberté d'expression des citoyens n'est pas parfois un obstacle à la liberté d'expression des journalistes quand tout se confond? Arnaud, je pense que là-dessus, vous aurez quelque chose à nous dire.
Un obstacle, je ne sais pas, il faut pas le voir forcément comme ça. Il est bien aussi que des voix qui ne pouvaient pas être entendues puissent s'exprimer. Je dirais que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, et vous l'avez un peu souligné dans votre question, c'est qu'effectivement, le travail d'information, les informations fiables et de qualité, celles sur lesquelles on devrait pouvoir fonder nos choix en connaissance de cause, eh bien, ces informations-là et ce travail des journalistes se retrouvent finalement mélangés dans une sorte de jungle de l'information que sont devenus, ou de jungle de la communication d'ailleurs, plutôt que sont devenus ces espaces que sont les réseaux sociaux. L'un des grands enjeux, je crois, pour les années à venir, c'est qu'au-delà de la prise de conscience qu'on a tous, en tout cas au niveau de la profession de cet enjeu-là, c'est qu'il y ait une prise de conscience qui soit vraiment collective au niveau de l'opinion publique et au niveau des gouvernants et au niveau évidemment de toutes les parties prenantes, et j'entends par là les plateformes. L'un des enjeux à la fois pour la viabilité économique des médias et pour redonner plus de place à l'information de qualité sur les réseaux sociaux, ça va être de faire en sorte que les autorités, les plateformes s'approprient l'information de qualité et fassent en sorte qu'elle soit plus visible que la désinformation. Puisqu'aujourd'hui, et ça les études académiques le prouvent, la désinformation, les fake news comme on les appelle un peu communément, circulent beaucoup plus vite que les bonnes informations. Et aujourd'hui, les journalistes, quand ils produisent des enquêtes ou quand ils font du fact-checking, se retrouvent confrontés à un problème finalement de visibilité, et tout l'enjeu va être de redonner de la visibilité à de l'information de qualité. Et comment on arrive à faire ça? Il faut absolument contraindre, ou si ce n'est contraindre, convaincre les plateformes de donner plus de place aux médias, et notamment, et ça c'est absolument incontournable, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans ce débat, en faisant en sorte que les médias puissent vivre de leur métier et qu'il y ait une répartition beaucoup plus éthique et beaucoup plus responsable des revenus qui sont aujourd'hui accaparés par les grandes plateformes et dont une bonne partie vient de la production des médias et des journalistes. Et ça, c'est absolument incontournable, une répartition des revenus plus éthique et plus de place pour l'information de qualité sur ces nouveaux espaces et ces nouveaux journaux que sont devenus les plateformes numériques. Alors, ces nouveaux espaces, c'est principalement le web, Internet, où certaines pratiques de certains médias peuvent nuire à la liberté de la presse. Et on a constaté ces derniers temps, Arnaud, que Reporters sans frontières n'avait pas soutenu des journalistes ou des individus se présentant comme tels, parce que vous estimiez qu'ils ne respectaient pas les règles de base de notre métier, à savoir par exemple donner la parole à toutes les parties concernées sur un dossier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos ? Alors, il y a ces cas particuliers, mais il faut savoir que dans notre démarche, à chaque fois qu'on est saisi d'un cas, on fait en sorte de vérifier si effectivement ce média ou ces journalistes ont bien pour activité le journalisme digne de ce nom. Ce n'est pas une définition qui est propre à RSF, il y a des textes internationaux qui existent, il y a la Charte de Munich notamment, et aujourd'hui, dans le journalisme, effectivement, le fait de respecter la pluralité des opinions, le fait d'être dans le contradictoire fait partie de la démarche éthique et déontologique qui est propre à la production d'informations de qualité. Donc ça fait partie des critères que l'on regarde pour déterminer si l'on se saisit ou pas d'un cas quand il nous est soumis. Et là, dans les cas concernés, clairement, pour vous, ce n'étaient pas des journalistes. Alors, encore une fois, dans les cas concernés, ce n'étaient pas des journalistes par rapport au travail qui a été effectué. Et par ailleurs, je signale que pour certains d'entre eux, ils se livrent par ailleurs à des activités de trolling sur les réseaux sociaux, en étant dans l'invective et dans l'insulte permanente. Alors, on peut discuter évidemment des questions de la manière dont on traite l'information, mais est-ce qu'aujourd'hui, le journaliste qui doit être un tiers de confiance pour la société, celui en quel finalement les citoyens remettent les clés pour essayer de déterminer le vrai du faux, est-ce que c'est quelqu'un qui doit être dans l'invective et dans le trolling sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr qu'en termes d'éthique et de déontologie, ça corresponde véritablement à ce qu'on attend d'un journaliste. Ouais, il en va de la réputation des médias. Et on a une question d'ailleurs à ce propos de Nena, 28 ans, qui est journaliste en Mauritanie, à Nouakchott. Et Nena nous demande pourquoi la rhétorique négative envers les médias a-t-elle un impact sur la façon dont la société voit et traite les journalistes dans cette période de Covid-19 ? Moussa, peut-être, vous aurez envie de répondre à cette question ?
En fait, c'est en quoi la mauvaise image des médias peut... On ne vous entend pas, Moussa, faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro, Moussa. Alors, peut-être en attendant que Moussa nous entende... C'est bon, Moussa? Ah, on n'entend pas Moussa. Vous m'entendez là? Ah, voilà. Moussa, voilà, en gros, pour aller plus vite et pour synthétiser cette question de Néna, est-ce que la réputation des médias en ce moment, avec cette confusion des informations qui viennent du pouvoir, qui sont relayées par les médias, est-ce qu'en fait, effectivement, les médias ont aujourd'hui une image qui est plus négative à l'égard des citoyens? Oui, moi je pense qu'il y a un premier problème. Le premier problème, tout à l'heure on a parlé de gouvernants, mais il faudrait aussi qu'on parle de la façon dont nous autres journalistes, nous faisons notre métier. Et parmi nous, il y a toujours des brebis galeuses. Tout à l'heure, Arnaud l'a évoqué. Mais il faudrait qu'on soit convaincant. Parce que le citoyen, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la vraie information. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas menacé par les réseaux sociaux. Un citoyen sait que quand il cherche une bonne information, il sait là où la trouver. Donc, c'est à nous autres journalistes d'être convaincants, d'être sérieux et de faire convenablement ce travail-là. Ignace, sur ce sujet, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas de le dire, est-ce que les médias ont moins bonne presse, selon vous? Oui, évidemment, sur la question par exemple, la couverture du Covid, c'est vrai, la voix du pouvoir est prédominante parce que aujourd'hui, c'est le pouvoir qui détient l'information, c'est le pouvoir qui donne l'information et la presse n'a pas toujours les coudées franches pour aller chercher la bonne information, vérifier un certain nombre de choses. Donc, évidemment, le pouvoir des médias, des organes de presse est fragilisé. Et bon, moi, je pense que cela aussi va de la responsabilité des médias qui, parfois, ne se donnent pas les moyens de faire véritablement le travail comme cela se doit. Et ça, c'est un peu dommage. Et cela pose aussi le problème de, comment on appelle, la capacité des organes de presse que nous avons aujourd'hui à aborder les sujets vraiment sur un angle beaucoup plus technique. Parce que, écoutez, on parle d'une crise sanitaire et les journalistes, bon, la plupart ne sont pas des spécialistes de la santé. Donc, du coup, la façon dont il faut traiter l'information, elle est un peu différente de la façon dont on a l'habitude de traiter l'actualité. Et donc, du coup, ça pose un problème de compétence parce que l'État parfois estime que les journalistes ne sont pas compétents pour donner la bonne information sur la crise sanitaire. Et donc, voilà, l'État s'arroge, comment on appelle, le droit d'être le seul interlocuteur du public sur le sujet de la crise sanitaire et cela fragilise les organes de presse. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour des médias de rester les bras croisés et regarder l'État faire? Mais je crois que non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous aussi en tant que médias, de prendre des dispositions qu'il faut pour aller sur le terrain et rechercher l'information. Puisque le rôle dans lequel le public attend le journaliste, c'est celui de donner une information qui n'est pas forcément le son de cloche du pouvoir. Et donc, il faut absolument que nous soyons en mesure de le faire, mais vraiment en ayant tous les outils. Sandrine, on ne vous voit pas, mais je crois qu'on vous a retrouvé. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Sandrine, est-ce que vous êtes là? Bon, apparemment, non. Je suis bien là. Ah, d'accord. Sandrine, pour poursuivre le débat sur cette question, est-ce que vous constatez, vous, dans votre pays, hein, au Burkina Faso, une défiance à l'égard des médias, qu'ils soient d'ailleurs presse écrite ou audiovisuelle? Merci à vous, Stéphane. Il faut dire qu'au Burkina Faso, la défiance est venue avec la crise de la COVID-19 que nous rencontrons actuellement, parce que l'information vient directement de l'État, que ce soit le nombre de cas
contaminés par jour, que ce soit le nombre de décès, que ce soit le nombre de guéris. Et les journalistes ont du mal à avoir accès à une autre source d'information que le communiqué ou les conférences de presse que le gouvernement fait régulièrement. Ce qui fait que de plus en plus, la population se tourne et s'interroge justement sur la véracité de ces chiffres et aussi sur comment est-ce que les journalistes peuvent vérifier tout ce qui est dit. Donc oui, la défiance, elle est là et il y a beaucoup d'attentes par contre par rapport aux journalistes d'investigation et nous sommes en train de réfléchir à comment arriver à avoir des sources d'information autres que celles des gouvernants. Pour le moment, c'est vraiment le grand challenge que nous avons au Burkina Faso, malheureusement. Justement, Sandrine, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit, moi j'ai mes petites astuces pour contourner la voie officielle. Et des fois, ça marche. Alors, on est très curieux parce que nous, des petites astuces, on en cherche aussi. Alors, comme on est entre nous, hein, on n'est pas trop nombreux, quelques centaines tout au plus, peut-être quelques milliers, je l'espère. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos astuces pour pouvoir travailler au Burkina Faso en contournant la voie officielle, évidemment? Alors, je vais parler juste d'un cas où j'ai trouvé une astuce qui a bien marché. Oui. C'était pendant l'enquête des FinCEN Files, où pour avoir une information sur une société, j'ai dû payer pour 1000 sociétés. Voilà, c'est une astuce. J'ai demandé les informations payantes, bien sûr, à l'administration par rapport à une société donnée. Et on m'a toujours réfuté l'accès à cette information. Et par finir, je me suis dit, au lieu de demander pour une société, j'ai demandé pour 1000 sociétés. Donc, ça faisait plus d'argent. Oui. J'ai obtenu justement l'information que je voulais parmi la seule société. Puis, j'ai gardé toutes les autres données par rapport aux 1000 sociétés à côté. Voilà, c'est une astuce parmi d'autres. Mais comme j'ai dit, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Cette fois-ci, oui, ça a marché. Oui, enfin, vous avez eu au moins le mérite d'essayer, Sandrine. On va passer maintenant à la question économique. Elle a été abordée tout à l'heure par Marine Baumard et par Moussa Aksa également. Évidemment, le marché publicitaire est en perte de vitesse. La vente de la presse écrite est très, très affectée par les mesures de confinement. Et on a une question à ce propos de Abou, un des étudiants de la promotion 2020 de Médias et Démocratie, qui constate que depuis une décennie, la liberté de la presse fait face à d'énormes défis, notamment économiques. Avec la crise sanitaire du Covid, est-ce une nouvelle menace pour la liberté de la presse? Moussa, Aksa? Et là, on va être tenu d'aller un petit peu vite parce qu'il est déjà 15h10 et il nous reste une vingtaine de minutes. Sur le plan économique, vous avez déjà commencé à évoquer tout à l'heure la question. Est-ce que, par exemple, l'existence de votre journal est menacée, par exemple, Moussa? Oui, il est menacé. Je l'ai dit tout à l'heure, on était obligé de migrer vers le numérique. Vers le web. On faisait face à plusieurs pressions. Et du fait qu'on fait l'investigation, que nous sommes journalistes, c'est un média d'investigation, et nous avons soulevé plusieurs lièvres et nous avons dérangé beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'a fait le pouvoir? Qu'est-ce que les puissants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nous ont empêchés d'avoir des ressources à travers la publicité qui est sélective. C'est en fonction de la tête du client. Ensuite, vous avez, à part ces pressions-là, on a aussi les pressions de la COVID-19. D'abord, il y avait des pressions sécuritaires. On ne peut pas se déplacer pour avoir l'information. Ensuite, vous avez aussi la COVID-19. On n'a pas pu accéder à certaines sources d'information du fait qu'on est confiné, du fait qu'on ne peut pas se déplacer. Et comme tout à l'heure, je l'évoquais sur le problème sécuritaire. Donc, tout ça, ça a engendré beaucoup de problèmes pour les médias et on était obligé de migrer vers le numérique, changer de méthode d'information. Le problème, Ignace, c'est que l'investigation, ça demande du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, les rédactions, elles ont de moins en moins d'argent. Donc, c'est aussi une atteinte, une difficulté supplémentaire pour réellement faire de l'investigation.
Effectivement, et surtout pour les médias en ligne. Pour les médias en ligne, c'est beaucoup plus compliqué parce que avec la crise sanitaire, les médias en ligne ont été confrontés à plein de difficultés d'ordre financier et donc ça fait qu'évidemment, il n'y a plus assez de ressources pour financer des investigations. Mais il faut dire qu'à Bénin Web TV, nous, on continue toujours de faire l'effort parce que l'enquête sur laquelle je travaille actuellement, j'ai quand même eu les moyens de le faire, d'engager les dépenses liées à cette investigation. Mais toujours est-il que c'est toujours difficile parce qu'il y a plein de projets qu'on ne peut pas mettre en œuvre actuellement pour des raisons de ressources. Et c'est difficile. Et vous savez, avec cette crise, évidemment, il y a plein de contrats publicitaires qui ont été suspendus. Et bien qu'on a eu l'impression qu'en période de crise, les médias en ligne auront beaucoup plus de ressources parce que on se dit, les gens n'auront plus la possibilité de sortir pour aller acheter, par exemple, un journal papier, mais vont consommer l'information en ligne. Mais c'est plutôt le revers qu'on a constaté. C'est vrai, le trafic, à un moment donné, a augmenté, mais derrière, il n'y a plus de ressources parce que les grosses entreprises qui payent en publicité sur les plateformes numériques ont fait des restrictions, ont fait des coupes budgétaires. Et vous savez qu'en période de crise, les premiers postes budgétaires qu'on attaque, ce sont les postes de communication. Et donc, du coup, ça fait que ça a beaucoup de répercussions sur des médias en ligne. Et c'est difficile dans ces conditions-là de financer des investigations. Arnaud, depuis votre observatoire, depuis votre poste de veille à Reporters sans frontières, moi je notais un certain nombre de chiffres assez effrayants. Je ne vais pas tous les détailler, mais je voyais par exemple qu'en Afrique du Sud, 400 journalistes ont perdu leur emploi du fait de ce contexte économique. Est-ce que quel tableau là vous dressez actuellement? Si vous voulez résumer un petit peu de la situation en Afrique des médias compte tenu de cette crise sanitaire? C'est un véritable raz-de-marée, hein. C'est un marasme et je dirais qu'au-delà des autres conséquences de cette crise dont on a pu parler sur l'exercice du journalisme en Afrique, qui sont des choses finalement assez classiques et qu'on pouvait attendre, comme la recrudescence des exactions, peut-être que la conséquence la plus grave et à long terme qui va porter le plus préjudice à l'information, c'est l'affaiblissement exceptionnel de l'écosystème de l'information qu'a accéléré la crise du Covid-19. On ne va pas se mentir, la presse et les médias, partout dans le monde, mais y compris en Afrique, ça faisait partie déjà des secteurs en difficulté. Il y avait déjà des pertes d'emplois en Afrique du Sud et ailleurs, les chutes des revenus publicitaires, c'est déjà des choses qu'on observait au Sénégal et un peu partout ailleurs en Afrique subsaharienne. Là, on est face à des situations où il y a des journaux historiques qui vont sans doute disparaître. Moussa évoquait l'événement au Niger, qui est un journal de qualité qui s'est imposé dans le paysage médiatique nigérien. Donc, on est face vraiment à un affaiblissement exceptionnel de l'écosystème de l'information. Et vous évoquiez les exemples en Afrique du Sud et le syndicat qu'on a interrogé sur place disait très crûment « Je ne veux pas faire partie, nous ne voulons pas faire partie de la génération qui va laisser les médias africains mourir ». Et l'enjeu, il est là, hein. Il y a une vraie menace existentielle, sans faire de catastrophisme, hein, mais sur la production d'informations indépendantes par des journalistes de qualité, sur les modèles de financement qu'on va être appelés à retravailler. Eh bien, je dirais que la crise du Covid-19, quelque part, elle a accéléré une réflexion qui existe depuis longtemps, mais qu'il va falloir désormais avoir de manière extrêmement urgente si on veut sauver la production d'informations fiables, de qualité et indépendantes, notamment sur le continent africain. Alors, si on se projette un peu, est-ce que vous craignez que les lois liberticides qui ont été mises en place en Afrique, mais aussi en France, est-ce que vous craignez qu'elles perdurent ou est-ce que vous estimez tous les trois qu'on vit une période transitoire et qu'ensuite on pourra revenir à une situation, disons, un peu plus normale? Sur ce point, Sandrine, qu'on n'a pas beaucoup entendu, est-ce que vous pensez que là, qu'on mange un peu notre pain noir et qu'ensuite tout ça va s'arranger? Malheureusement, non, je ne pense pas. Peut-être pour le cas du Burkina Faso, parce que je crois que plus les attaques terroristes vont perdurer, plus les lois vont venir et plus elles seront liberticides pour les journalistes. Donc, je ne vois pas un avenir tout rose.
Et j'espère que je me trompe. Peut-être que Moussa Aksa pourra peut-être appuyer, mais pour le moment, non, je n'ai pas l'impression qu'on vit une période de transition. On est plutôt en train de s'enliser et les choses vont de mal en pis. Moussa? Moussa, si vous m'entendez? Là, vous me recevez? Oui, très bien. Ok, là, comme le disait Sandrine, parce que là, plus le conflit dans cette zone-là, nous sommes confrontés à plusieurs défis sécuritaires, plus le conflit va perdurer, plus ça va impacter sur le travail des médias. Et ensuite, on ne sait pas comment ces États-là vont venir à bout de la COVID-19, parce que même les pays les plus avancés ont ces difficultés-là, à plus forte raison les pays de cette partie de l'Afrique. Donc, vous avez aussi au sein de ces pays-là des gens qui ne veulent pas de la liberté de presse. Vous avez des groupes de pression qui sont là pour empêcher aux journalistes de faire leur travail en faisant des pressions économiques, en les menaçant. Vous avez tous les trafiquants, c'est une zone de trafic de tout genre. Vous avez des trafiquants qui empêchent aussi les journalistes à faire leur travail. Donc ça, c'est un tableau noir et je pense que Reporters sans frontières est là-dessus, va épauler ces journalistes qui sont de bonne qualité. Moi, je suis au niveau de la cellule Norbert Zongo pour les journalistes d'investigation. Ce sont des journalistes qui ont eu à soulever des lièvres, qui ont fait un excellent travail dans des conditions difficiles. Et je pense qu'il faut les saluer et il faut les encourager. C'est à travers des soutiens, notamment. Moi, par le passé, quand j'avais des problèmes, quand j'ai été emprisonné, c'était l'Union européenne qui faisait des communiqués. C'était Reporters sans frontières, toujours avec les journalistes. Mais aujourd'hui, on ne sent pas la réaction des États européens quand la liberté de presse est menacée dans cette partie de l'Afrique. Et je pense que c'est un appel que je lance à l'Union européenne, à tous ceux qui croient à la liberté de presse, de venir de soutenir les journalistes qui font, surtout ceux qui font l'investigation, ceux qui dérangent les puissants, qui luttent contre les trafiquants de drogue, qui font d'excellents papiers sur les terroristes, sur le terrorisme, donc, et que le trafic de faux médicaments, beaucoup de choses qui peuvent avancer ces pays-là. Je pense que c'est comme ça qu'on peut régler certains problèmes. Ce n'est pas en injectant des milliards, mais en encourageant les journalistes qui éveillent les consciences des populations. Ignace, est-ce que vous êtes pessimiste, vous aussi? Oui, mais vous savez, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que la situation au Bénin était déjà délicate avant que on arrive à la période de pandémie. Et donc, est-ce que nous vivons une période de transition? Je crois que non. Peut-être qu'après la crise de Covid, on va retourner à l'étape initiale où on a toujours une pression sur la liberté de presse. Et là, je pense que pour sortir peut-être de l'aubaine, il faut que les gouvernants prennent véritablement conscience de l'enjeu de la liberté de presse et du rôle que la liberté de presse a joué dans la consolidation de la démocratie. Aussi longtemps que les gouvernants auront une notion assez biaisée de la liberté de presse, de la liberté d'expression, je pense que la situation serait toujours même si on traverse la pandémie de Covid-19. Alors peut-être pour terminer sur une note plus positive, enfin on va voir, avant de redonner la parole à Olivier Piot, vous le disiez Moussa, le fonctionnement des journalistes en réseau, et c'est vrai que ça se multiplie, ça s'étoffe, et ça donne des choses absolument intéressantes dans différents pays, montre une résistance quand même des citoyens, des journalistes par rapport à l'adversité. On a vu aussi en France que l'article 24 avait été effectivement contesté par les journalistes, mais pas simplement par les journalistes, par une bonne partie aussi des citoyens. Il y a aussi un certain nombre de confrères qui arrivent à trouver ce que j'appellerais moi un peu des systèmes D. Est-ce que d'une certaine manière, de la même manière comme disait tout à l'heure Marine, qu'il faut que les journalistes travaillent, est-ce que là, en résistant, en s'adaptant, au fond, est-ce qu'il n'y a pas là une voie qui peut nous amener un petit peu d'optimisme malgré tout, avec de nouvelles façons de travailler et d'investiguer? Déjà peut-être Arnaud sur une vision un peu globale,
Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez là d'où vous parlez à Reporters sans frontières? Oui, tout à fait. Et je crois que cette réflexion-là qui existait déjà sur la soutenabilité des médias et qui est d'autant plus prégnante maintenant avec cette crise du Covid, il faut continuer à l'avoir et il faut l'accélérer. Et les pistes, et vous avez raison d'évoquer l'optimisme, il ne faut pas être dans le catastrophisme, au moins dans le catastrophisme éclairé, je dirais, mais les pistes, elles existent. Et effectivement, les regroupements de réseaux de journalistes d'investigation, 3i, Cenozo, etc., ceux qui ont été cités dans le cadre de ce débat existent et sont très prometteuses parce qu'elles produisent des informations de qualité. Elles produisent aussi du journalisme collaboratif entre des gens qui travaillent sur des thématiques communes mais dans différents pays. Donc c'est très prometteur. Il y a les pistes du crowdfunding, il y a la piste aussi de convaincre, et c'est le travail qu'on essaye de faire, les plateformes et les États d'avoir une politique de soutien plus active vis-à-vis de la presse, que ce soit de manière, je dirais, fortuite ou de manière contrainte, puisque une grosse partie des revenus existent aujourd'hui, mais ils ne sont absolument pas accaparés par ceux qui en sont l'auteur, à savoir les médias, les journalistes. Donc ça, ce sont des pistes sur lesquelles nous travaillons. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment cet enjeu de soutenabilité des médias et l'enjeu majeur pour l'avenir du journalisme et de la presse indépendante dans les années à venir. C'est absolument capital pour pas que, je dirais que les journalistes comme Ignace ou Moussa ou d'autres eh bien, soient les happy few et finalement une niche dans l'espace de l'information, mais que voilà, de plus en plus de journalistes puissent avoir accès à ce métier-là et l'exercer dans de bonnes conditions pour que les informations, in fine, eh bien, puissent arriver au public et ce de manière qualitative. C'est absolument indispensable. Moussa, je vous ai vu sourire, donc apparemment vous n'êtes pas si pessimiste que ça. Il y a quand même une solution, enfin on peut se réjouir malgré tout. Oui. Oui, tout à l'heure, je disais que c'est une bonne chose qu'on se mette à réseau pour parler un peu de tous ces réseaux dont a parlé mon prédécesseur. C'était le réseau de la cellule Norbert Zongo qui s'était mis derrière Ignace Sossou, qui avait beaucoup quand il avait eu ce problème, il y avait ce réseau avec beaucoup de confrères français maghrébins et puis de l'Afrique de l'Ouest, on l'a créé et qui marche bien. Tous ces réseaux permettent aux journalistes d'être sécurisés, de ne pas se sentir seuls. Et je pense que c'est un espoir, surtout pour ceux qui font l'investigation, pour qu'ils puissent aller de l'avant et faire bouger les choses dans cette zone du continent. Alors, Sandrine, sur l'avenir, sur ce que va devenir notre métier en Afrique et en France, est-ce que vous avez un regard plutôt optimiste ? Un regard plutôt optimiste en ce qui concerne la collaboration, parce qu'on l'a vu avec le cas de Ignace Sossou, justement, l'importance de la collaboration pour plus d'impact. Donc, pour moi, je crois que le journalisme d'investigation actuellement doit s'orienter plus vers la collaboration, vers le travail d'équipe, vers la recherche de plus d'impact. C'est en cela qu'on a vraiment un avenir et qu'on est plus fort. Plus on est visible, plus on est nombreux et en fait, plus on arrive à exister en tant que journaliste, c'est ça, et imposer son travail. C'est ça, Sandrine? C'est ça. Plus on fait plus on est reconnu. Bien, on est arrivé là au terme de notre débat, sauf s'il y avait quelque chose d'essentiel qu'on aurait ignoré et que vous souhaiteriez dire maintenant, Ignace, Arnaud, Moussa, non? Bien, écoutez, il me reste à vous remercier, Sandrine également, Ignace Sossou, Moussa Aksar, Arnaud Froger et Isabelle Boulino, en remerciant à nouveau la région Nouvelle-Aquitaine de continuer à nous accompagner et de nous accueillir. Nous saluons évidemment la promotion 2020 de Médias et démocratie qui a bien travaillé au cours des 15 derniers jours. Et je laisse la parole à Olivier Piot. Je sais qu'il veut remercier un certain nombre de partenaires, mais comme il ne le fera pas, évidemment, moi, je tiens vraiment à remercier Olivier. On n'imagine pas l'énergie qu'il lui a fallu pour maintenir cette édition 2020
de Médias et démocratie dans un contexte extrêmement compliqué, où il a dû notamment être confiné pendant 8 jours dans une chambre d'hôtel avant d'arriver en Tunisie. Cette promotion a pu exister, elle a pu vivre. Et donc, Olivier, je pense que pour ça, il faut te remercier. Et je pense que ta récompense, enfin une de tes récompenses, c'est d'avoir travaillé avec des jeunes journalistes qui vraiment ont fait preuve de beaucoup d'investissement. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Et la parole à toi, Olivier. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à Moussa, à Ignace, à Sandrine, Arnaud et Marilyn. Moi, je finirai quand même sur la note d'espoir de Moussa et surtout d'Arnaud. Et Médias et démocratie, finalement, s'inscrit dans cet espoir qui est que, en dépit des difficultés qui ne sont pas tout à fait nouvelles en Afrique, qui se durcissent en Europe, ce que Médias et démocratie souhaitent faire prend tout son sens, c'est-à-dire être un pont entre l'expérience des journalistes européens et celle très forte des journalistes en Afrique, reconstituer des réseaux qui avaient coutume d'exister, qui ont disparu au fil des années, ces réseaux de confrères qui échangent des expériences, des astuces, des analyses, des expertises. C'est ce qu'on a essayé de faire ici à Tunis depuis 15 jours, c'est ce qu'on souhaite faire depuis 5 ans. Et voilà, le réseau Cenozo, je pense qu'on a appris à se connaître et que l'avenir est ouvert pour de nouvelles collaborations. RSF, d'autres réseaux de journalistes d'investigation. Et je pense qu'en s'appuyant collectivement sur cette confraternité, en quelque sorte, entre journalistes, nous serons plus forts et nous allons trouver les moyens de défendre avec intransigeance, avec rigueur, l'éthique de nos métiers, avec l'aide aussi de tous ces réseaux sociaux sur lesquels on n'a pas trop parlé, mais qui évidemment présentent des aspects négatifs, mais qui sont aussi une formidable vitalité de citoyenneté et de prise de parole. Et je pense que voilà, collectivement, avec tout ça, on va pouvoir se battre pour la liberté, la vérité, l'équité. En tout cas, c'est la mission que se donne Médias et démocratie dans les années à venir. Et j'en profite bien sûr pour remercier donc tous nos partenaires de cette 5e édition, la région Nouvelle-Aquitaine qui accueillait Stéphane de Bordeaux, la ville métropole de Bordeaux qui nous aide aussi depuis 5 ans, l'ensemble des ambassades des pays qui se sont associés cette année à cette promotion, donc la Mauritanie, la Tunisie, le Niger, mais aussi, ne les oublions pas, nos confrères d'Algérie, du Sénégal et de Côte d'Ivoire qui auraient dû être avec nous, qui sans doute nous regardent et que nous accueillerons volontiers pour l'édition de l'année prochaine. Enfin, CFI, grâce à son programme Campus, et puis également tous ceux qui nous ont aidés bénévolement en Afrique, en France, pour maintenir cette édition. Voilà, donc je salue encore nos invités d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très vite pour l'édition 2021 de Médias et démocratie. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi ce webinaire.